Comme Jean-Marc l'a dit, je m'appelle Anthony et je suis postdoc. Alors, qu'est-ce que c'est un postdoc? C'est quelqu'un qui a fait une thèse et qui, avant de trouver un poste permanent, enchaîne des contrats à durée déterminée en collaboration avec des chercheurs sur certains sujets. Et donc moi, là, sur ce sujet-là, j'ai collaboré avec Jean-Marc et je vais vous parler du paradoxe des jumeaux. C'est-à-dire, on étudie les jumeaux, la statistique des jumeaux qui sont malades pour une certaine maladie. Et avec ça, on va être capable de remonter à la distribution du risque dans la population générale. Mes objectifs pour cette présentation, c'est d'abord de vous faire une introduction épistémologique. Épistémologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire un peu l'histoire de la science qui nous a amenés à nous intéresser à ce sujet. Alors bien entendu, je vais faire quelques simplifications. Je vais parler aussi avec précaution, parce qu'il y a des experts dans l'Assemblée. Et ça sera pour ma première partie. Et donc dans la deuxième partie, je vais développer le fameux paradoxe des jumeaux. Et donc avant de passer à l'introduction, peut-être pour situer pour les spécialistes dans la salle, où nous, dans les différentes sessions qu'on a eues avant, on s'est plutôt intéressé à l'échelle de ce qui se passait au niveau des gènes, au niveau du noyau. Dans ma présentation, je vais m'éloigner un tout petit peu de ce niveau et je vais explorer différentes échelles jusqu'à atteindre l'échelle de la population. Voilà. Donc je vais vous parler brièvement de ce que j'appelle la genèse de la génétique, en fait un peu l'histoire en 5 lignes de la découverte des gènes. Donc en fait, on attribue la naissance de la génétique à Gregor Mendel, qui était un botaniste, et lui a étudié les plantes. Et en étudiant les plantes, il s'est rendu compte, il a pu mettre en évidence les lois de l'hérédité des gènes. Alors lui, à l'époque, il ne savait pas que ça s'appelait des gènes, ça ne s'appelait pas encore des gènes, il appelait ça des facteurs. Et ces lois, aujourd'hui, sont connues comme les lois de Mendel, tout simplement. Et en fait, il faut attendre sa mort pour que ses travaux soient redécouverts. Et donc, il y a Johanson, en 1909, qui a introduit la notion de gène, qui va venir substituer le terme facteur. Donc aujourd'hui, on parle plutôt de gènes. Et ces gènes, en fait, on sait aujourd'hui, Sutton et Boveri ont théorisé que les gènes devaient se trouver dans les chromosomes, et on a eu la preuve expérimentale seulement en 1911. Et ensuite, on sait que les gènes, en fait, sont constitués de paires de bases avec une structure en double hélice dans l'ADN. Donc ça vient en 1953. Alors, Johanson a été un peu, on va dire, efficace dans le domaine. Il a aussi introduit 2 concepts, le concept de génotype et de phénotype. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, pour lui, c'était important de faire la séparation entre ce qui est transmis d'une génération à l'autre et ce qui est exprimé. Donc en fait, les génotypes, ce qu'il appelle le génotype, c'est en gros les gènes, ce qui est transmis à une échelle microscopique, et le phénotype, c'est comment ce qui est transmis s'exprime physiquement à une échelle, à différentes échelles qui sont plus grosses, on va dire macroscopiques. Et donc du coup, on s'intéresse au lien entre le génotype et son expression qui va produire un phénotype. Et ce lien, ça joue un rôle, on va dire, majeur, central aujourd'hui dans la biologie. C'est vraiment une question de première importance de savoir comment on passe de l'information génétique à son expression phénotypique. Et donc là, on est plutôt dans une approche où on considère que toute l'information est condensée dans les gènes, et il suffit de connaître les gènes, en fait, pour pouvoir prédire à quoi va ressembler un individu, par exemple. Et donc là, en fait, en termes d'échelle, l'information génétique se trouve au niveau de l'ADN et va permettre de comprendre comment vont se former les cellules, les tissus, les organes et un individu à la fin. Et donc du coup, une bonne façon pour, on va dire, explorer ce lien entre gènes et phénotype, c'est de regarder en fait quand ça ne marche pas, c'est-à-dire en s'intéressant aux maladies. Et donc ici, j'ai énuméré quelques maladies qui sont dites monogéniques. Alors monogéniques, c'est-à-dire qu'elles font intervenir qu'un seul gène.
Et pour ces gènes, en fait, il suffit d'une mutation pour être malade. Et donc là, ça met en évidence qu'en fait, il y a vraiment un lien pour ces maladies, qu'il y a vraiment un gène qui est impliqué dans le phénotype, et si on change le gène, on va changer le phénotype, et dans ce cas-là, on sera malade. Alors bien sûr, cette approche où on considère que tout est dans les gènes, en fait, ça ne marche pas. On s'en est rendu compte quand on a séquencé en fait, tout le génome humain, que même si on connaît l'ensemble des gènes pour un individu, en fait, on n'est pas capable de prédire à quoi il va ressembler. En tout cas, ça ne permet pas de tout expliquer. Et cette limitation, donc Waddington en fait, l'avait déjà très bien compris en 1942. Il a introduit le concept d'épigénétique, parce qu'en fait, il partait du constat que si on prend un être humain, c'est un être pluricellulaire, il a différents types de cellules, mais ces cellules partagent toutes le même génome, et pourtant, elles ont une expression phénotypique qui est complètement différente. Et donc lui, il a compris qu'il y avait une nécessité d'introduire une nouvelle couche d'informations qui serait à côté des gènes, c'est pour ça qu'on parle d'épigénétique, épi qui veut dire à côté, à la surface des gènes, pour expliquer les variations phénotypiques ici. Et donc il définit l'épigénétique en fait comme l'interaction, comme l'environnement, et pour lui, pour comprendre les phénotypes, il faut s'intéresser à la fois aux gènes et à leur environnement, pour essayer de comprendre le phénotype. Et donc, pour illustrer l'importance de l'environnement, en fait, il existe des maladies qui sont dites épigénétiques, où il suffit de changer, en fait, les gènes peuvent être marqués avec des modifications chimiques, qu'on appelle épigénétiques, et en changeant une modification, enfin une marque, en fait, on peut... donc ça, ces maladies-là, en fait, se produisent quand on fait un changement épigénétique. Et donc là, c'est une façon d'illustrer qu'en changeant un tout petit peu l'environnement, on peut produire un phénotype qui est différent et être malade. Et donc là, ce paradigme aussi atteint ses limites avec ce qu'on appelle le paradoxe des jumeaux. Donc je vais revenir brièvement sur qu'est-ce que c'est un jumeau et en quoi il y a un paradoxe. Alors les jumeaux, en fait, viennent du même embryon qui, à un moment donné, au cours du développement, s'est divisé en deux, donc a produit deux embryons qui va partager la même information, enfin vont partager exactement les mêmes gènes, ils seront identiques d'un point de vue génétique, et ces deux embryons vont évoluer dans le même environnement in utero. Et pourtant, pour certaines maladies, qu'on appelle des maladies complexes, bien que ces deux individus aient exactement le même environnement et le même génome, l'un pourra être sain et l'autre malade au regard d'une même maladie complexe, alors qu'ils partageaient le même génome et exactement le même environnement in utero. Donc on voit que connaître ce que j'ai appelé G plus E ne suffit pas à comprendre ici pourquoi on a deux phénotypes différents. Donc c'est ça qu'on appelle le paradoxe des jumeaux. Et donc on a des exemples, par exemple on connaît, il y a la maladie de Crohn et le cancer du cerveau. Donc ces deux exemples, je reviendrai à la fin de ma présentation sur ces deux exemples. Et donc du coup, on peut se poser la question, en fait, comment on pourrait expliquer cette variabilité phénotypique. Et on va dire que le premier candidat, la première piste qu'on va explorer, c'est on va se demander, est-ce que cette variabilité vient de l'extérieur? Et donc, venir de l'extérieur, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être en fait qu'on comprend mal l'environnement, en fait, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'on a mis dans l'environnement, et il pourrait exister une part d'environnement en fait, qui ne serait pas partagée entre les deux jumeaux et qu'on aurait manqué. Et donc cette part non partagée, c'est ce que j'appelle petit e ici. Et donc en fait, ils vont avoir une part partagée, enfin non partagée, différente, et qui pourrait expliquer à elle seule la différence entre les deux phénotypes. Alors c'est bien, et la question c'est comment faire pour tester cette hypothèse. Pour tester cette hypothèse, donc là je dois introduire un outil statistique qui s'appelle le taux de concordance. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc en fait, quand il y a une maladie, on va avoir des jumeaux, donc du coup il y en a qui seront malades, enfin dans la paire, il y aura un jumeau qui sera malade et pas l'autre, auquel cas on dit que la paire est discordante. Et si jamais les deux jumeaux sont malades, on dira alors que la paire est concordante. Et avec, on fabrique ce qu'on appelle le taux de concordance, donc qui va s'écrire comme ça. Et il faut juste retenir qu'en gros, si toutes les paires sont discordantes, le taux donnera 0, et si toutes les paires sont concordantes, on aura un taux de 1. Et en pratique, en fait, le taux peut varier entre 0 et 1. Voilà. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'intéresser à des jumeaux qui ont été élevés ensemble, et donc, du coup, ils ont
le même environnement partagé, et des jumeaux qui ont été élevés séparément, donc pour essayer d'exacerber en fait, l'effet de l'environnement non partagé entre les deux jumeaux. Et donc on va calculer séparément le taux de concordance dans ces deux groupes. Et en fait, on va se rendre compte que les taux de concordance sont similaires, voire identiques pour les deux groupes. Donc du coup, conclusion, l'environnement non partagé ici ne permet pas d'expliquer cette variabilité. Donc du coup, retour à la case départ, on se pose la question, d'où vient cette variabilité? Donc du coup, si elle n'est pas extérieure, elle vient de l'intérieur. Alors du coup, donc pour ceux qui ont assisté aux autres présentations, je pense que ça va leur paraître un peu plus évident que donc à l'intérieur des cellules, il y a des variations qui sont intrinsèquement stochastiques. Donc stochastique, ça veut dire aléatoire. Donc en fait, l'expression des gènes et leur régulation, donc à l'échelle moléculaire et à l'échelle cellulaire, sont intrinsèquement aléatoires. Et c'est cette variabilité, cet aléa, qui va être un bon candidat pour essayer d'expliquer la variabilité des phénotypes, alors que j'appelle ici complexes, c'est-à-dire qu'ils font intervenir plusieurs éléments. En tout cas, on ne peut pas expliquer simplement par la génétique. Et donc là, en fait, si on connaît les gènes et l'environnement, ça va définir une probabilité de développer un certain phénotype. Donc on parlera plutôt d'une chance si le phénotype il est bénéfique, et d'un risque si le phénotype il est néfaste pour l'individu. Et donc cette probabilité, elle va s'appeler petit p. Et donc du coup, pour un même génotype et un même environnement, on va avoir une certaine probabilité de développer un phénotype P. Et donc du coup, pour les jumeaux, ils vont partager exactement le même risque pour la maladie. Et c'est comme si en fait on avait comme si on avait un individu, qui avait fait 2 lancers pour connaître le phénotype. Et donc, vous allez me dire, mais maintenant, comment on fait pour mesurer le risque chez un individu? Et c'est là où je vous réponds qu'en fait, on ne peut pas. Mais cependant, même si on ne peut pas le mesurer chez un individu, on peut essayer de voir comment le risque est distribué dans toute la population. Et donc c'est là où c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le mesurer pour un individu, mais par contre on peut avoir une information sur la population. Donc là, on gagne une échelle. Et cette information, en fait, elle est contenue dans le taux de concordance. En fait, on peut réécrire le taux de concordance comme, alors là, ce qu'on appelle le rapport des 2 premiers moments de la distribution du risque dans la population, où le premier moment, donc ici, en fait, c'est la moyenne du risque dans la population, donc en fait, c'est le risque moyen de tomber malade pour une maladie dans la population. Et si on connaît du coup le taux de concordance des jumeaux et le risque moyen de tomber malade dans la population, on connaît ces 2 quantités-là, et on peut remonter à la forme de la distribution grâce à ce qu'on appelle le maximum d'entropie, qui va nous donner en fait la forme analytique de la distribution. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait pour la maladie de Crohn, où on connaît, donc ça c'est le risque moyen dans la population, et ça c'est le taux de concordance des jumeaux pour cette maladie. Et on voit en bleu, donc ça c'est la distribution dans la population générale, donc il y a une partie qui est cachée derrière. Et donc essentiellement, la majorité de la population a un risque quasiment nul de développer la maladie de Crohn. Pourtant, si on regarde le risque, comment il est distribué chez les gens qui eux, sont tombés malades, en fait, on se rend compte qu'il y a 2 populations. On a une population qui avait un risque faible de tomber malade et une population qui avait un risque élevé. Alors, on peut expliquer facilement la partie de la population qui avait un risque élevé. Tout simplement, elle devait avoir une prédisposition génétique ou environnementale. Ici, à cette échelle, on n'est pas capable de faire la différence. Et donc, du coup, puisqu'ils avaient une prédisposition, ils sont tombés malades. Par contre, il y en a qui sont tombés malades à cause d'une fluctuation statistique. Voilà, c'était un accident pour eux. Et enfin, un dernier exemple avec le cancer du cerveau. Donc en bleu, encore une fois, la distribution dans la population générale. Donc on voit que l'essentiel de la population a un risque faible de tomber malade. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a qu'un seul pic chez les gens qui sont malades. Et ce pic-là, en fait, c'est cohérent avec ce qu'on sait des cancers, où les cancers, on sait que c'est pour la plupart du temps dû à une mutation spontanée dans les cellules. Et donc en fait, les gens qui tombent malades pour le cancer du cerveau, ils n'ont pas de prédisposition ni génétique ni environnementale pour développer un cancer, et c'est juste dû à pas de chance, à un accident.
Donc voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Si jamais vous êtes intéressé pour connaître un peu plus les détails de comment on fait pour passer de la statistique des jumeaux à la reconstruction de la distribution, là, ce travail a été fait donc, en collaboration avec Jean-Marc. Voilà, je vous invite à consulter le papier. Je vous remercie.